bonsoir tout le monde, bienvenue à Cogitons avec Stéphane. Ce soir, je vous introduis mon nouvel invité. Ben non, c'est pas un nouvel invité, c'est, vous le voyez dans le titre, c'est Jean-Jacques Nantel, ingénieur. Puis lors de notre dernière discussion, bien intéressante sur les extraterrestres, on avait émis, je pense que je l'avais coupé au montage peut-être, là, on avait parlé de la conscience puis tout ça, puis on avait dit qu'il faudrait peut-être faire une émission là-dessus. Et la semaine dernière, M. Nantel m'a relancé sur le sujet. Eh bien, nous voilà. Alors, M. Nantel, vous avez choisi le titre Qui va gagner, Dieu ou Darwin? Et ça devrait nous mener vers la conscience, le cerveau, etc. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus là, sur le contenu de cette émission-là? Oui, effectivement. Écoutez, c'est parce que moi, c'est des sujets qui me passionnent, puis ça fait longtemps. Moi, je me suis surtout occupé de politique et de géopolitique, mais tous ces sujets-là me passionnent parce que ce qui se passe, c'est que les deux explications qu'on a sur le développement de l'univers, le développement de la vie, le développement de nos sociétés, c'est soit que Dieu a tout créé. Il a créé l'univers, puis il a créé le libre arbitre, il a créé tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense. C'est Dieu qui a créé ça parce qu'il a tout créé, sans rien oublier. Puis, il y a une autre théorie qui est venue de Darwin. Bien, pas vraiment de Darwin, c'est un milieu d'intellectuels qui disait que le monde a évolué. Le monde a évolué au niveau des animaux, au niveau des plantes, au niveau des sociétés, au niveau des civilisations. Essentiellement, la raison pour laquelle ce débat-là continue de faire rage depuis 200 ans, il a publié, c'est moins de 200 ans, il a publié son livre en 1859. Alors, c'est 150 ans. Alors, c'est la théorie de l'origine des espèces. Les deux théories continuent de s'affronter parce que les deux théories présentent des explications opposées à l'existence du monde. Dieu, c'est quelque chose de très complexe qui aurait tellement complexe qu'il a inventé les lois, il a inventé l'espace, le temps, enfin, il a tout inventé. Donc, c'est quelqu'un de très complexe qui a créé des choses très simples. Alors que l'évolution a donné le moyen de créer des choses complexes à partir de choses simples. Alors, ce qu'on voit, c'est que la question continue de se poser. Est-ce que c'est Dieu ou Darwin? L'évolution, essentiellement, l'idée d'évolution. L'idée d'évolution a été l'idée qui a été votée comme la plus grande révolution philosophique et scientifique de l'histoire. C'est plus important que le capitalisme ou le marxisme, ces choses-là. Ça a marqué dans tous les domaines. Alors, essentiellement, c'est là-dessus qu'on va parler. Alors, l'évolution a montré justement comment on pouvait faire des choses très complexes avec des choses très simples. Et c'est sûr que ça ne fait pas disparaître Dieu, parce que Dieu, c'est quelque chose, selon moi, c'est certain, c'est quelque chose d'infiniment complexe. Il connaît tout, il sait tout, il est parfait, etc. Enfin, c'est ce que les religions disent. Mais on a deux indices importants qui nous donnent à penser que Dieu existe. Et le premier indice, c'est le fait que le monde est là. Le monde est là, il est vraiment là. On regarde dans les microscopes, on voit l'infiniment petit, dans les télescopes, l'infiniment grand. Partout où on va, il y a des montagnes, des ruisseaux. En fait, c'est une complexité infinie, mais c'est vraiment là. Alors, dire que des atomes peuvent se créer eux-mêmes, alors ce que les gens disent d'habitude, c'est ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Eh bien, ça, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Ça a toujours été là. Puis, je vais vous dire pourquoi. De l'autre côté, vous avez le deuxième indice que Dieu existe, c'est les lois. Il y a des lois dans l'univers. Ça, c'est vraiment étonnant. Les lois, ce n'est pas quelque chose qui est écrit comme les tables de la loi de Moïse. C'est des choses qui sont bonnes partout dans l'univers. Puis on le sait parce qu'avec les télescopes, on reçoit de la lumière, puis tout est analysé, on progresse. Ça, c'est un bon point, ça. Je me suis déjà posé la question, mais je n'ai pas la réponse. Mais, tu sais, il y a différentes constantes, comme les constantes gravitationnelles, la constante de Planck, par exemple. Voilà. Et on me dit, je ne sais pas si c'est vrai, que tu changes simplement un chiffre à la 10e virgule en arrière. Là, tout ça. Et tout ça, il n'y a absolument plus rien qui tient. Alors, ça prendrait un hasard absolument incroyable que tout ça ait pu se tenir pour permettre l'existence des atomes, qu'ils puissent s'organiser, créer la matière pour être capable ultimement de créer la vie et puis de créer les espèces et finalement arriver à l'humain. Il y a une explication à ça. Alors, moi, je veux l'entendre de la bouche de l'ingénieur. Alors, je vous laisse aller. Non, mais il y a une explication à ça. C'est qu'il serait possible,
Puis là, c'est que vous créez d'autres problèmes après. Mais il serait très possible, d'ailleurs, c'est un des indices qui fait croire aux physiciens, aux astrophysiciens qu'on aurait un multivers. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas juste notre univers, mais toutes sortes d'univers, tous les univers imaginables avec toutes les constantes imaginables. Il y a 20 constantes dans l'univers qui ne s'expliquent pas autrement que c'est étrange qu'elles existent. Mais il serait possible que toutes les 20, les 20 constantes, constantes gravitationnelles, constantes de Planck, voyons, le fait que l'électron est négatif, c'est quantifié, ça. La masse du proton, c'est quantifié, c'est partout comme ça, c'est toujours comme ça. Alors, il y en a 20. Et apparemment, logiquement, il serait possible de faire une infinité d'univers où les 20 variables varient de 0 à l'infini. Vous comprenez? C'est comme si vous prenez une page blanche avec une plume, puis vous tracez n'importe quelle ligne à travers le papier. Bien, cette ligne-là existe, y compris toutes les autres lignes imaginables. Puis là, vous êtes juste en 2 dimensions. Imaginez-vous si vous êtes à 10 000 dimensions. Oui, mais là, on vient juste de dire qu'il y a juste une combinaison de constantes qui permet l'existence de la matière et ultimement de la vie et de l'humain, puisque sans ça, comme vous l'avez dit, tout saute. Donc, il ne peut pas y avoir une infinité d'univers avec des infinités de variables s'il y a juste une combinaison possible. Non, c'est que justement, il n'y aurait pas seulement qu'une combinaison possible, c'est que c'est notre forme de vie à nous. Ça, c'est le chat qui court après sa queue. C'est sûr que si vous analysez votre monde, puis vous prenez notre monde doit exister avec ces 20 variables-là, mais il pourrait y avoir d'autres. Ça se pourrait que dans certains univers, le futur se produise avant le présent, que le présent se produise avant le futur. Ils croyaient ça un bout de temps après le Big Bang. Ils pensaient qu'après le Big Bang, ça s'écraserait, puis que ça redeviendrait le Big Crunch, et que les gens naîtraient en sortant du tombeau, puis mourraient en rentrant dans leur mère. Puis que le temps, bien ça, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. On appelle ça la flèche du temps. La flèche du temps, il y a des rythmes, il y a des symétries dans notre univers, emplis des 20 constantes. C'est toujours le passé vers le présent, vers le futur. Ça, c'est la flèche du temps. La flèche thermodynamique, on appelle ça comme ça, c'est que l'énergie se perd dans notre univers. Alors, vous partez toujours du plus chaud vers le plus froid. Et notre univers a commencé avec une quantité fabuleuse d'énergie sur un seul point. Et quand ça alors qui va gagner, Dieu ou l'évolution? Ben moi, je pense que c'est les deux. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour expliquer les 20 variables puis le fait qu'il y a des symétries. Par exemple, des symétries qui existent. On sait que toutes les molécules d'eau de l'univers, toutes celles qu'on a repérées par la lumière avec les télescopes, ils comprennent 2 atomes d'hydrogène puis un atome d'oxygène et que l'angle entre les 3 atomes, c'est à peu près 107 degrés, je crois. Je pense 105 ou 107 degrés. Enfin, il y a un chiffre précis. Évidemment, ça bouge. Hein, les atomes, ça bouge beaucoup. Mais ça tourne autour de cette valeur-là. Et ça, c'est universel. Puis les atomes ne se sont jamais parlé. C'est des objets sans intelligence. Bon. Alors, tout ça pour vous dire que dans notre monde, il y a des constantes. Par exemple, le Soleil, la Lune et les étoiles, sauf l'étoile polaire, se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest. C'est constant. Et c'est des choses qui nous font dire que Dieu a des bonnes chances d'exister. Mais est-ce que Dieu décide de ce que je suis en train de dire, des fautes d'orthographe que je fais quand j'écris? Bon, ça, c'est la grosse question. Maintenant, les primitifs, quand ils ont commencé, les primitifs, ils ne savaient rien. Puis pour eux, il y avait des dieux partout. Il y avait des dieux dans les pierres, il y avait des dieux dans l'orage, il y avait des dieux dans les feuilles, dans les branches. C'était toujours les famines, c'était causé par un dieu qui était en colère parce qu'il y avait un gars qui avait trompé son roi. Bon. À mesure que le savoir s'est accumulé, là, le dieu s'est mis à reculer. Parce que les gens ils ont dit, ben non, je contrôle ça le jour et la nuit. Le soleil se lève à l'est, puis il se couche à l'ouest. Je sais bien que je ne mourrai pas en rentrant dans ma mer. Les gens ont commencé, à mesure que le savoir s'accumulait, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait des choses, beaucoup de choses qu'on contrôlait, que Dieu n'intervenait pas. Les miracles, c'est toujours, il y a 2-3 000 ans, une apparition de la Vierge à Fatima, c'est toujours des trucs qu'on ne peut pas vérifier. Mais quand on peut les vérifier, il y a des milliards de choses qui sont stables. L'eau est toujours dans le trou. Vous ne voyez pas l'océan. Il y a un de mes beaux-frères, il pensait que l'océan était en altitude, puis les fleuves coulaient vers les continents.
Il n'avait jamais réfléchi, évidemment. C'est sûr que les océans sont tout le temps dans le fond du trou. Bon, quoique il y a des choses, il y a des parties des continents, comme la mer Morte, qui est plus basse que les océans. Mais ça, c'est Bon, des exceptions. mais là, si on en revient à nos moutons, qui va C'est gagner, vers ça Dieu ou Darwin? Parce que là, vous dites que les deux peuvent exister à la fois. Alors, Dieu peut exister, mais Darwin peut expliquer l'origine des espèces. Donc, ça serait comme un hasard qu'il y ait eu émergence d'espèces qui auraient finalement abouti à l'humain. c'est pas bête. Alors, comment réconcilier ça avec la présence de Dieu qui, de toute évidence, avait le souhait qu'on soit présent sur cette terre-là? Alors, comment concilier les deux? Ben, moi, je dis, moi, ce que je pense, c'est que l'univers a été créé par quelque chose qu'on peut appeler Dieu, mais que c'est tellement complexe, Dieu, c'est tellement loin de nous. S'il s'occupe d'un multivers, mais on parle de milliards et de milliards d'univers différents, s'il s'occupe d'un univers qui est infini, on pense aujourd'hui que c'est infini à cause que l'accélération du Big Bang, ça accélère au lieu de ralentir, il n'y aura pas de Big Crunch. Alors, je crois moi, je pense qu'à cause des constantes de l'univers, l'existence et les lois, les symétries, ça, c'est des indications que Dieu existe. Mais Dieu, il a créé l'univers, mais il a créé les lois. Vous savez, quelque chose de très intéressant, ça, c'est la prochaine étape que je veux dire, c'est quand les primitifs ont commencé à comprendre qu'il y avait des choses qu'ils contrôlaient, ils ont commencé à faire de l'astrologie. Ils disaient, c'est écrit dans les étoiles, c'est écrit pour tout le temps. On sait, par exemple, c'est en Égypte, quand l'étoile Tétis se levait à l'horizon dans l'année, la crue du Nil arrivait. Tétis, c'est Sirius. Alors, ça veut dire que c'est fantastique, c'est un message de Dieu qui est permanent. Ils ont cru à ça. Mais ce n'est pas ça. Dieu, il ne s'occupe pas de ces petites choses-là. Dieu, il recule tout le temps parce que le monde, autrement dit, l'évolution permet d'expliquer toutes les petites choses à l'intérieur des lois et de l'univers que Dieu a créé. C'est possible de faire les deux, mais pas que Dieu vienne se mêler de choses bêtement. Si je donne une claque à quelqu'un, moi, je ne crois pas qu'il se mêle de ça. Fait que ça, c'est une façon de réconcilier. Mais selon toi, pourquoi Dieu existe? Ah, ça, c'est la question. Créer quelque chose de complexe qui va créer le reste du monde qui est simple, je suis tout à fait conscient de ça. Mais c'est ça, les deux, on ne les voit pas, Dieu. Le dieu d'Akhénaton, le pharaon égyptien qui était monothéiste, il était absolument évident. Ça crevait les yeux, c'était le soleil. Il adorait le soleil. Évidemment, il n'adorait pas le soleil. Il ne savait pas que c'était une boule d'hydrogène puis d'hélium, mais il savait bien que le Dieu habitait le soleil, mais que ce n'était pas Dieu. En tout cas, mais il y avait quelque chose d'évident. Pour nous, il n'y a rien d'évident là-dedans. Dieu, il se cache. Dieu, il se cache. Il a créé un monde qui est mal fait. Il a créé une deuxième vie qui va torturer les gens pendant des milliards d'années. Quand tu dis qu'il a créé un monde qui est mal fait, alors ça se peut-tu que la volonté de Dieu soit quelque chose qui transcende notre imagination? Voilà. Si on partait du principe que Dieu ne commet pas d'erreur. Alors, à ce moment-là, peut-être que le monde dans lequel on vit, qui nous apparaît absolument imparfait, est peut-être essentiel pour nous amener là où lui, il veut que l'humanité se dirige. Alors, peut-être que toutes les souffrances qui nous sont affligées, et Dieu sait que là, présentement, là vers où on s'en va, c'est quand même assez manifeste, peut-être que c'est quelque chose de voulu, puisque l'âge sombre de l'humain est devant nous et non derrière. Alors, on s'en va vers des temps vraiment très, très, très troubles. Et moi, je suis persuadé, Dieu existe et il pourrait, d'un claquement de doigts comme ça, tout arrêter, s'il le voulait. S'il le voulait, mais à condition qu'il existe, puis à condition qu'il ait décidé. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est quand les êtres humains là, qui disent ça pour contrôler la population, tout ça, ils donnent des caractéristiques à Dieu. Ça, c'est l'argument ontologique, le fait que je pense à Dieu, puis que je pense que Dieu est parfait, donc c'est la preuve de l'existence de Dieu. C'est les êtres humains qui disent ça, que l'homme, que Dieu est parfait, qu'il est partout, qu'il est même en enfer. Oui, mais non, t'as un petit peu. Là. Ça, c'est des inventions. Non, il faut évoluer, là. Oui. Monsieur Nantel, là. Ça, là, c'était vrai là, dans les années 60-70. Mais à partir des années 70, depuis l'écriture d'un bouquin de Moody's, qui était, je pense, La vie après la mort, il y a des centaines, des millions de témoignages de toutes les religions, de toutes les ethnies, qui ont eu des expériences de mort imminente, donc qui sont morts, qui ont traversé le voile et qui sont revenus.
et tous, sans exception, racontent à peu de choses près la même chose. Peu importe la religion, peu importe ses Le croyances, peu tunnel importe de son lumière. origine, bien plus que ça, mais oui, ça fait partie d'une des caractéristiques. Je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a des documentaires sur YouTube absolument incroyables. C'est surtout Art TV qui fait ça, ce genre de truc-là. C'est des documentaires sur la vie après la mort. Donc, il y en a un, entre autres, qui s'appelle le Faux départ. Faux départ, c'est un documentaire, vous irez le voir. Là, je pense qu'il est payant, par exemple, mais sinon, moi, je le lis sur mon disque dur. Et dans ce documentaire-là, il y a une madame, il y a à peu près une cinquantaine d'années, puis elle a eu, je pense, un accident de voiture, mais la madame, elle est aveugle. Elle est aveugle. Et puis, dans son accident, elle décède. Et les ambulanciers, OK, elle doit être morte. On l'apporte à l'hôpital, puis pendant son transport, il enlève ses bijoux, tu sais, comme normalement, puis tout. Ouais. Puis, là, finalement, la madame est revenue à la vie. Elle raconte toute son histoire. Puis elle dit, by the way, elle dit, je vous ai vu, telle personne était habillée de telle façon. Ouais. Elle est aveugle, la madame, là. Elle dit, il a mis mes bijoux, il les a mis dans sa poche. C'est un sarrau. Puis sur son sarrau, c'était tel nom, telle personne. Puis la personne, elle dit, ben là, elle ne peut pas savoir ça. Tu sais, Ouais, physiologiquement, elle n'est pas capable. ouais, mais je vais vous dire quelque chose d'important. Alors, Je vais vous dire oui. quelque chose d'important, c'est que ça, c'est des phénomènes qui se passent à l'intérieur d'un être humain. Vous ne pouvez pas les vérifier. Moi, je peux vérifier. Ben oui, on peut les vérifier. Ça peut très bien être vérifié. Ça a été vérifié par des scientifiques, ou du moins par au moins un scientifique qui est allé vérifier. Est-ce qu'elle est aveugle? Ah oui, elle est aveugle de naissance, madame. Elle est vraiment aveugle. Oui. OK. Est-ce qu'elle a vu le nom? Elle l'a vu, oui. OK, il y avait un nom. Est-ce que. Tout ça. Et il y en a d'autres. C'est des milliers de témoins. C'est des milliers de témoins. Alors, tout ça nous amène à la question de la conscience et du cerveau. Mais c'est là que je veux m'en aller. Peut-être que je suis un petit peu trop vite dans votre présentation, mais je veux dire. Non, je comprends votre point. Parce que ce que je dis là, ça ne prouve pas l'existence de Dieu. Ça prouve juste que la conscience peut se délocaliser et qu'elle n'est pas sécrétée par le cerveau. Donc, il y a une conscience qui peut être s'expliquer par la mécanique, par la mécanique quantique, des choses comme ça. Il y a des études qui se font dans ce sens-là, mais c'est pas mon bail. Puis je trouve ça assez difficile à comprendre, toutes ces affaires-là. C'est ça. Mais moi, on s'en va dans la même direction. Là. C'est ça, OK, excellent. Ça dont je veux parler. Écoutez, la seule chose que je suis en train d'expliquer, c'est que le savoir de l'humanité en augmentant, surtout avec la science, avant la science, il y a eu l'astrologie, l'alchimie, il y a eu plusieurs choses qui ont été inventées par les êtres humains, mais qui n'étaient pas assez rigoureux, puis ça ne donnait pas toujours les mêmes résultats. En science, on peut chercher des choses, découvrir des vérités définitives. C'est fini, là, c'est fini. Le cœur pompe le sang. C'est une pompe, là, le cœur. C'est fini, la discussion est réglée. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Bon. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est la science qui arrive à faire ça. Ça prend des illuminés là, pour dire que le cœur n'est pas une pompe et que la Terre est plate. Ça prend des illuminés pour dire ça. Les gens raisonnables n'ont pas ce discours-là. Non, mais ce que je vous dis, c'est que essentiellement, les êtres humains naissent dans des cultures où il y a des religions, il y a des fraudeurs, il y a des gars qui font des trucs de cartes. Il y a un truc que j'ai vu, tout le monde le connaît, ils mettent la carte sur une vitrine, puis je ne sais pas ce que le gars fait, la carte aboutit de l'autre côté de la vitrine. Bon, il l'a fait. Comment est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. C'est un truc. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Je vous annonce en partant que ce n'est pas Dieu. Il y a un truc que je ne comprends pas. Bon, il y a toutes sortes d'illusions d'optique. Ça, c'est le monde est compliqué. Alors, les gens, ce qu'ils font quand ils naissent, d'abord, ça, je vais parler des enfants aussi dans quelques minutes. Les gens, quand ils naissent, ils ne savent même pas qu'ils existent. Ils ne savent même pas que leur mère existe. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a un objet qui bouge, qui vient donner de la nourriture quand il a faim. Puis c'est la conscience se crée petit à petit. Alors, les êtres humains, quand ils naissent, ils aboutissent à l'âge adulte, puis ils reprennent tout simplement la courbe de progression. Excuse-moi, là, je vais vous arrêter. Quand vous dites la conscience se crée petit à petit, vous émettez une opinion, là. Non, je vais vous en parler tantôt. C'est pas un fait, c'est une opinion. Parce qu'il n'existe pas d'outils dans la science qui sont capables de mesurer l'état de conscience. Donc, vous émettez une opinion. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais il ne faut pas la présenter comme un fait irréfutable. Bon, je vais vous... c'est pas mon opinion. En tout cas, je vais vous montrer pourquoi. C'est ça que je suis en train de dire.
essentiellement, quand les êtres humains naissent et qui atteignent à l'âge adulte, ils reprennent la courbe d'évolution de leur société. Alors, s'ils naissent à la préhistoire, ben, ils pensent qu'il y a des esprits dans la pierre parce que tout le monde pensait ça autour d'eux, ben, etc. Alors, nous, on est né en Occident qui a inventé la science, qui est un outil rigoureux de découvrir la vérité. Il y a des choses qu'on a découvertes, c'est certain, ça va rester comme ça. C'est relatif à notre univers, mais c'est bon. Alors, là, quand vous rentrez dans la courbe de progression de votre société, il y a des choses qui s'appellent des paradigmes. Alors, un paradigme, par exemple, dire la Terre, comment ça se fait que les êtres humains, quand ils donnent une poussée, qu'ils ne vont pas se perdre dans l'espace? Bien, la réponse est simple, c'est que la Terre est au centre de l'univers et que tous les objets tombent vers le centre de l'univers. Donc, ça se comprend que les êtres humains ne partent pas en orbite. Puis là, il y a un gars qui arrive et dit non, la Terre, elle tourne sur elle-même, puis elle tourne autour du Soleil. C'est le Soleil qui est au centre. Bien là, ça marche. Ça, c'est un paradigme. Ça a pris des discussions ils ont menacé Galilée de le tuer, de le torturer. On dit on va t'arracher les yeux, on va t'arracher la peau si tu ne dis pas que la Terre. Puis Luther disait la preuve que la Terre est au centre de l'univers, c'est que Josué, dans la Bible, il a arrêté le Soleil. Il n'a pas arrêté la Terre, il a arrêté le Soleil. Donc, la Terre est au centre de l'univers. C'est des paradigmes. Puis pour changer des paradigmes, ben, il faut que ça prend quelqu'un comme Darwin qui arrive après avoir étudié le monde. Il dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Lyell, c'est un géologue, il avait démontré que la Terre n'avait pas 6000 ans, comme les catholiques le pensaient grâce à la Bible, qui disait tout. C'était parfait. Il a dit non, c'est beaucoup plus long que ça. Lui, il pensait des centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, on le sait, c'est 4,5 milliards d'années. Bon. Alors, Darwin arrive avec toutes les choses. Puis là, il s'est dit, il va me faire rentrer dedans. Voyons, je vais à la messe tous les dimanches. Puis il croyait à Dieu. Il allait à la messe tous les dimanches. Puis il disait, ils vont me tuer. Ils vont faire comme avec Galilée. Alors, ça, il a pris 20 ans de faire son livre. Puis Darwin est arrivé. Ce n'était pas un prophète inspiré. Ce n'était pas Mahomet. Il a reçu l'ange Gabriel qui vient lui donner toutes les révélations sur comment est le monde. Le monde est né en 6 jours, etc. Non, il a étudié, puis il a dit, écoutez, j'ai quelque chose. Puis son livre est très, très, très bien élaboré, puis il n'a pas tout mis ce qu'il y avait. Alors, un homme comme Darwin, il a simplement suivi la science. Alors, la science, c'est très rigoureux. On s'est justement débarrassé dans la science. On essaie de le faire. C'est des êtres humains qui font de la science. Ils ont des intérêts. Mais on essaie d'éliminer l'individu, ça s'appelle la scission sujet-objet. C'est-à-dire ce que vous analysez, là, n'importe qui peut analyser de la même façon que vous. Alors, vous faites votre expérience, vous publiez comment vous avez fait votre découverte, puis n'importe qui, que ce soit un Africain, un enfant, un infirme, n'importe qui, même un Martien, il a juste à faire la même chose que vous, il va découvrir la même chose que vous. Bon. On a séparé l'être humain, ses intérêts, ses volontés de l'objet de recherche. Alors, c'est pour ça que la science est si puissante. C'est ce qu'on a trouvé de plus puissant. On n'a pas encore trouvé mieux que ça. Bon, alors, en faisant ça systématiquement, avant Darwin, parce que Darwin aussi... Je vais juste faire une pause, là, parce que moi, je suis d'accord avec vous, là, parce que je sais déjà, là, dans mes auditeurs, il y en a qui sont quand même anti-science, et je crois que c'est une mauvaise chose que d'être anti-science. Il faut faire la distinction, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la science, elle est corrompue. Mais ce n'est pas la science qui est corrompue, ce sont les gens qui la pratiquent. La science, c'est une méthode. C'est une méthode qui nous permet de découvrir des choses, de mettre en application nos découvertes pour construire. Sans la science, là, on n'aurait pas de satellite dans le ciel, on n'aurait pas de voiture, on ne serait pas capable de faire le live qu'on fait là ensemble. Donc ça, la science permet de faire ces choses-là. Donc, il faut faire la distinction entre les êtres humains qui ont été pervertis, corrompus par l'argent et par d'autres idéologies, et que la science... Donc, finalement, la science, il faut juste retenir que c'est la méthode. C'est une méthode scientifique. C'est une méthode qui a été développée volontairement, de façon très patiente, pour éliminer le plus possible l'élément personnel, religieux, familial, le gars qui aime sa nation, puis lui, ben, il veut que l'islam conquiert le monde. Je veux dire, c'est la science, c'est séparé de l'être humain. Puis, il y a toutes sortes de mécanismes de vérification. Vous avez un gars qui s'appelle Karl Popper qui a inventé la notion de falsifiabilité. Il dit qu'il faut que ça soit falsifiable, puis il faut que le gars qui a fait la découverte dise comment on peut prendre sa théorie en défaut. C'est ce qu'a fait Darwin dans son chapitre 6, dans son livre sur l'origine des espèces. Il dit, il y a des problèmes avec ma théorie. Puis il donne tous les problèmes, le chaînon manquant, tout ça. Puis les religieux, ils disent, hey, c'est un prophète inspiré. C'est
c'est un gars qui va chercher son chapitre 6, puis regardez, il l'a dit lui-même que non, ça c'est un gars C'est quoi le principal problème de Darwin qui pourrait expliquer Bon, l'origine des espèces, mais surtout l'aboutissement final qui est l'être humain qui n'a pratiquement pas changé depuis 2, 3, 4, 5 000 ans? Oui, c'est ça. On n'a pas changé parce qu'on était assez riche pour faire survivre tout le monde. Il n'y a pas eu de sélection naturelle. Il y en a eu, mais pas beaucoup. Mais le point, c'est que Darwin, quand il est arrivé avec sa théorie, c'est une théorie qui était, d'abord, il ne parlait pas de l'être humain, parce qu'il a trop peur de se faire massacrer. Alors, il a parlé généralement, puis à la fin de sa vie, il a publié La descendance de l'homme, où là, il a impliqué l'homme. L'homme, c'est un singe. C'est un singe, une espèce de singe. Il ne connaissait pas Puis depuis Darwin, toutes les preuves qui ont été accumulées, toutes les preuves vont dans le même sens. Des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Des fois, il y a des contradictions. Mais on sait quand il y a une contradiction que c'est une contradiction. Il faut trouver la réponse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un homme comme Darwin, il est dans sa civilisation. Mais moi, je vais vous faire réfléchir à quel est l'argument dans le chapitre 6 de Darwin qui pourrait vous convaincre le plus possible, sans être une preuve irréfutable, que les espèces ne sont pas créées par le hasard de la mutation. Alors, parce qu'il y a une série de... Oui, alors, quel serait l'argument principal qui pourrait dire ça? Darwin n'avait pas le mécanisme. Ils ont reproché la même chose à Wegener quand il a inventé la dérive des continents. Il faisait comme Darwin, il prenait des éléments dans plusieurs sciences, puis il disait, regardez, c'est les mêmes arbres qu'il y avait il y a 200 millions d'années en Afrique. Puis, donc, si vous prenez l'Amérique puis l'Afrique, ils s'emboîtent les uns avec l'Europe, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Là, les gens ont dit, mais comment est-ce que tu fais pour déplacer des milliards de tonnes? Comment est-ce que ça s'est fait? Il n'y a pas de mécanisme. Aujourd'hui, on le sait, c'est la chaleur qui vient du centre des continents, du centre de la Terre, qui fait, comme il se passe dans un chaudron qui fait bouillir de l'eau, ça fait un mouvement de convection. C'est ça qui fait pousser les continents. Puis Darwin, c'est la même chose. Il n'y avait pas le mécanisme. Ça s'appelle la subduction des plaques. C'est ça. Subduction, c'est quand ça... En tout cas, mais essentiellement, c'est la tectonique des plaques aujourd'hui. C'est un fait. Là. C'est un autre fait. Là. Solide, c'est solide. Ça ne peut pas être plus solide. C'est plus solide que le roc. Bon. Alors, la seule chose que je vous dis, c'est que Darwin, il est embarqué dans sa civilisation. Il ne savait pas tout. Ce n'était pas un prophète inspiré. Puis il a fait des erreurs, Darwin. Puis il en a parlé dans son chapitre 6. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, là, dans les universités, à travers le monde, dans les universités, ils nous présentent la théorie de l'évolution selon Darwin comme étant une loi. Et la preuve de ça, c'est que si tu émets un simple doute concernant la théorie de l'évolution de Darwin, c'est comme si tu allais dire que le CO2 n'est pas responsable du réchauffement climatique. Alors, tu te fais pratiquement excommunier, kick out de ta communauté, simplement parce que tu auras émis un doute sur la validité de la théorie de Darwin. Mais c'est parce que dans le chapitre 6, vous l'avez dit, il a émis un certain nombre de critères. Et là-dedans, il y en a un, moi, qui m'a interpellé beaucoup plus et qui me permet qui m'a fait réfléchir beaucoup, puis qui me permet de penser que possiblement que l'origine des espèces n'est pas apparue selon la théorie de l'évolution telle que nous l'a enseigné Darwin en 1859. Et c'était l'ajout successif. C'est ça. Alors, lui, il disait que pour que sa théorie soit valide, l'aboutissement doit être le fait de petits ajouts successifs. Donc, si tu pars d'une espèce puis tu arrives à une autre espèce, tu dois ajouter successivement des petits ajouts, évidemment, qui vont être faits au hasard, qui vont permettre une transformation successive. Donc, tu vas avoir plein d'étapes intermédiaires entre le point de départ et le point d'arrivée. Alors, Alors, ça, c'était... Alors, et suite à la publication de son livre, il y avait eu beaucoup de critiques. Et lui, il avait fait, il avait dit l'argument suivant. Il avait dit, si on réussit à me démontrer qu'il y a une évolution qui n'est pas faite de petits ajouts successifs comme ça, alors ma théorie sera démontée. Oui, il a dit ça, mais ça ne veut pas dire qu'il avait raison. Je vais faire une remarque là-dessus qui est importante. Non, mais c'est parce qu'on a beaucoup d'exemples dans le corps humain, mais dans la nature, où la théorie de Darwin ne s'applique pas du tout et qu'on n'a pas d'explication rationnelle, intelligente. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire... Tu sais, moi, là, j'ai travaillé dans les laboratoires là, pendant je ne sais pas combien d'années, là, mais quand même assez longtemps, et je peux vous dire qu'à chaque jour, je constatais l'évolution. À chaque jour, je constatais la sélection naturelle des mutations qui pouvaient survenir au hasard, qui permettaient, par exemple, d'acquérir un gène de résistance à un antibiotique, et je sélectionnais des gènes de résistance aux antibiotiques. C'était ma job.
Alors, je faisais ça. Écoutez, Donc, il y a alors, quelque chose d'important. c'est sûr que Oui, il y a quelque l'évolution chose existe. d'important dans ce que vous avez dit que les gens croient. Je répète, Darwin n'était pas un prophète inspiré de Dieu. C'était un être humain qui faisait des erreurs et qui reconnaissait que sa théorie serait un jour obsolète. Il n'y a pas un seul évolutionniste de nos jours qui croit que tout ce que Darwin a écrit était vrai. Ils savent exactement là où il a fait des erreurs, où il ne connaissait pas le mécanisme. Il était tout seul, il vient de commencer. C'est lui qui a lancé ça. Le livre de Darwin est passionnant parce qu'il donne des beaux exemples, des affaires très, très claires. Puis ensuite, il y a eu comment il appelle ça, l'évolution ponctuée là, de Stephen Jay Gould. Il y a la génétique. Là, récemment, on a découvert que les espèces n'étaient pas étanches. Ça, c'est assez fantastique. C'est récent, ça, comme découverte. Les espèces s'échangent des gènes. Ça, c'est troublant. Alors, il y a toutes sortes de choses que Darwin, ce n'était pas un prophète inspiré, c'est un Ah oui, scientifique. Alors, le très gars, troublant. tout ce Puis, qui est écrit écoute, dans son livre, dans son livre, c'était ce que lui avait trouvé en fait, pendant le voyage du Beagle. Il a également analysé toutes sortes de choses. Mais on ne peut pas dire, ce qui est écrit dans le livre de Darwin, c'est le Coran. Le Coran, c'est inspiré par Dieu, puis c'est venu par l'ange Jibril. C'est un homme, c'est un il être faut humain dire qui a qu'en découvert quelque chose. En 1859, les virus n'existaient pas. Les bactéries, c'était quelque chose qu'on pensait encore que c'était peut-être la génération spontanée. On ne savait pas trop c'était quoi. La notion de cytoplasme était inconnue. Alors, évidemment, tout ce qui est gènes, génétique, nucléotides, ADN, ARN, tout ça, c'était complètement inconnu. Donc, lui, il est allé, il a utilisé la méthode scientifique, il s'est basé sur des observations. Il a écrit un livre, puis ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens, surtout à l'époque. Aujourd'hui, avec le néo-darwinisme, donc le néo-darwinisme, c'est l'évolution de la théorie darwinienne, on incorpore dans cette théorie-là la complexité génétique puis tout ça. Mais là, il y a quelque chose qui vient de s'ajouter à ça. Et ça, je pense qu'on en avait-tu parlé, c'était l'épigénétique. Mais là, il faudrait faire une autre capsule là-dessus. Ben, parce que là, on n'aura pas le temps en une demi-heure. Je vais vous laisser terminer, ouais, parce qu'on a déjà quoi? On a déjà 30 minutes de fête, Saint-Aviage. Ah ben là, ça ne marche plus, parce qu'il me reste au moins autant. En tout cas, mais ça, c'est inévitable, c'est des sujets très complexes. Mais ce que moi, je vous dis, la seule chose que je veux dire, c'est que la science, c'est rigoureux, c'est progressif, on accumule le savoir, on ne sait pas tout, on n'est pas des prophètes inspirés, il faut que les gens sortent ça de la tête, c'est pas Mahomet, Darwin, etc. Alors, en faisant la science telle qu'on sait la faire, on a fait des percées, puis c'est arrivé dans le temps de Darwin, on faisait des percées en physique, en chimie, en astrophysique, en géométrie, en sciences pures, même en démographie, en archéologie. Tout s'accumulait pour montrer que ça marchait la science avec toute la technologie qui venait. Toutes les analyses de Carnot sur la thermodynamique nous ont permis de créer la révolution industrielle avec des machines à vapeur, etc. Ça marchait. Et là, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a commencé à reculer dans l'esprit des hommes. Alors, c'est le Dieu des lacunes. C'est-à-dire que quand la science ne sait pas, ben c'est Dieu qui a fait ça. La science trouve quelque chose, ben finalement, Dieu, il est ailleurs, mais il est tout le temps parce que c'est immense, c'est très complexe. Les êtres humains ne sont pas des dieux. C'est très important à comprendre. Il n'y a rien de définitif en science, il y a des vérités qu'on trouve, mais l'explication du mécanisme, tout ça, ça peut prendre. Il y a des choses, écoutez, il y a des limites de la science. Et en passant, c'est là qu'ils mettent Dieu, c'est le Dieu bouche-trou. Les limites de la science, je vais te faire rapidement. Là. On a découvert qu'au début de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années, il n'y avait pas de temps. Ça, c'est stupéfiant. Le temps était zéro. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas d'espace. Ce qu'il y avait, c'était une quantité infinie d'énergie, une température de milliards de degrés. Je fais une parenthèse pour les auditeurs. Oui. Dans tous les témoignages de EMI, pas tout, là, mais ceux qui pensent de le mentionner, une des notions qu'ils disent toutes, c'est que le temps n'existe pas. Exactement comme vous dites. Et je ferme la parenthèse, je vous laisse continuer. Non, attention, là, c'est pas de ça que je parle. Ben, peut-être qu'on parle de la même chose, mais ce que je dis, c'est que le temps n'existait pas. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de veille. Il n'y avait pas le jour d'avant puis 2 jours avant. Le temps était zéro, ça n'existait pas. L'espace n'existait pas. Le Big Bang, c'est l'espace qui grandit. Ce n'est pas un espace qui existe avec des galaxies qui traversent, qui s'éloignent. L'espace n'existait pas. Il n'y avait pas de largeur, pas de hauteur, pas de profondeur. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de moins 1. Hier, avant hier, ça n'existait pas. La matière n'existait pas. Après, là, évidemment, ça, c'est plus une déduction qu'ils font, mais il y a un endroit qui s'appelle l'instant de Planck,
où les lois, avant l'instant de Planck, c'est à la première seconde de l'univers, à 10 à la moins 80, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Les lois de la mécanique quantique et de la relativité ne se marient pas, ça ne marche pas, il n'y en a pas de loi. Alors, à partir de l'instant Planck, c'est là que l'univers se met à apparaître, que l'espace se met à apparaître, le temps commence, il n'y a pas d'hier et d'avant-hier, le temps commence, l'espace commence, la matière apparaît, c'est là qu'arrive ce qu'on appelle des propriétés émergentes. C'est que vous n'avez rien, seulement une quantité fabuleuse d'énergie concentrée dans ce qu'on appelle une singularité mathématique, c'est-à-dire un point qui n'a pas de dimension. Puis là, boum, ça explose. C'est l'espace qui a explosé. L'énergie s'est transformée en matière après l'instant Planck. Puis là, c'était une bouillie de particules élémentaires. C'était des électrons, puis des quarks, des choses comme ça. Puis là, c'est la théorie d'évolution qui montre que ce qui est arrivé, c'est que des choses extrêmement simples sont apparues, puis ont commencé à s'organiser. Puis très rapidement, en quelques millions d'années, les atomes sont apparus. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'atomes. Les atomes sont apparus. Et là, quand vous avez des atomes apparaissent, le temps apparaît, la matière. En passant, c'est de la science solide de ça. On peut se tromper, mais il faudra que quelqu'un nous le prouve. C'est ça qu'on a, l'astrophysique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué, ils ont fait passer le ruban en envers. Ils ont dit comment ça se fait que toutes les galaxies, ils ont fait les lignes, puis ils se sont aperçus que les galaxies s'éparpillaient dans toutes les directions. Puis là, il y a toutes sortes de découvertes scientifiques qu'ils ont fait. C'est des découvertes, c'est des choses véritables. On peut se tromper dans l'interprétation, mais il faut que quelqu'un dise où on s'est trompé. Puis là, ben, c'est très solide, ça. Alors, quand vous avez des quarks, les quarks, c'est ce qu'il y a, les électrons, c'est très, très simple. Puis là, les lois apparaissent, puis là, tout se met à se structurer en se complexifiant. Vous avez des atomes qui apparaissent, surtout l'hydrogène, qui ensuite, dans les étoiles, est transformé en hélium. Ça fait deux atomes différents. Puis après, ça se transforme en carbone, ça se transforme en oxygène. L'eau apparaît. Ça, c'est des trucs qui servent à la vie, là. L'eau, le carbone, l'azote, tout ça, c'est les premières qui apparaissent. Puis là, à mesure que l'univers progresse, vous avez des supernovas qui explosent, ça crée des atomes lourds comme l'uranium, l'or, ces choses-là. Puis ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. On le sait parce que c'est les lois de la physique, puis c'est vraiment très solide de ça. Puis on voit dans l'univers des étoiles et des galaxies à toutes les étapes de ce qu'on voit. Alors, il y a un gars qui a dit, si un extraterrestre venait dans une forêt en Amérique du Nord, par exemple, puis qu'il parle à personne, puis il regarde la forêt, bien, il va voir des feuilles d'érable à terre, il va voir des samars, il va voir un samar dans lequel sort une tige, il va voir une tige qui se transforme en arbre, c'est-à-dire une autre tige, puis il va voir toute l'évolution d'un érable, puis à la fin, il voit que l'érable est tombé, il a pourri, puis il y a des champignons qui sont en train de le manger. Quand il va revenir, puis il a passé 2 jours sur la planète, il a juste noté tout ça. Il revient chez eux, puis il dit, je sais comment ils poussent les érables. Parce que ça commence par une samare, puis là, ils se reproduisent, puis là, des fleurs. Fait que le gars c'est ça qu'ils ont fait les scientifiques. En fouillant dans l'espace, ils ont trouvé des étoiles. C'est quand ils parlent des géantes rouges, puis des naines blanches. Ouais. Puis, bon, c'est tous des résultats de milliards d'observations dans un univers qui est extrêmement complexe, puis ils ont trouvé tous les stades d'évolution des étoiles. Bon. Alors, c'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y avait pas de temps, c'est fantastique. C'était inimaginable pour nous. Bon. Alors, quand vous avez des propriétés émergentes, c'est-à-dire vous commencez à avoir des atomes, premiers atomes, hydrogène, juste un électron puis un proton. Je pense qu'il y a un neutron des fois, qu'il y en a 2, ça fait ça en tout cas. Puis ensuite, ça fait de l'hélium dans les soleils. Puis après, vous avez toutes sortes, toute une panoplie d'atomes qui émergent, qui viennent de nulle part, puis qui suivent les lois qui sont apparues à l'instant Planck. Alors, la simplicité crée la complexité. Et il y en a partout, il y a toutes sortes de choses étonnantes. Mais ça, moi, je suis bien d'accord avec tout ce que vous me dites là. Je veux dire, mais c'est pas un sujet à controverse. Il y en a-tu qui vont à l'encontre de ça? Je veux dire, les scientifiques eux-mêmes. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Non, les scientifiques sont d'accord avec ça. Les scientifiques sont d'accord pour dire qu'on part de l'infiniment simple puis qu'on se complexifie en fonction du temps avec ce que vous venez d'expliquer. Mais je veux dire, c'est dans les livres. Parce qu'ils ne savent pas, c'est des êtres humains, ce n'est pas des dieux. Ils savent qu'il y a des défauts. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la théorie. Puis là, ils se chicanent, comme justement sur l'évolution. Personne ne croit que Darwin a eu 100% raison. Ils savent très bien, Stephen Jay Gould. Oui, mais c'est parce que là, le point est de savoir,
Dieu a-t-il créé l'homme ou c'est le hasard avec les mutations selon Darwin? Dans le fond, c'est ça que le monde veut savoir. Ben, c'est que c'est clairement, Darwin a joué son rôle. Si les gens vous disent que l'évolution n'existe pas, ben là, c'est parce qu'ils ne savent pas. Là. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr que l'évolution existe. Mais là, la question est de savoir, est-ce que l'évolution a-t-elle au moins déjà créé ne serait-ce qu'une espèce? Est-ce que l'évolution a déjà créé ne serait-ce qu'un organe? Alors, Darwin nous dit que oui. Darwin nous dit que oui. Les processus qui permettent de faire ça sont connus. Alors, la seule inconnue, c'est le hasard, parce que le hasard, c'est le hasard. On ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Et le temps. Alors, quand tu as suffisamment de temps, on pourrait dire que tout est possible. Mais on ne sait pas exactement combien de mutations ça prend pour partir d'une cellule puis d'arriver à un corps humain. Ça prend-tu des centaines de milliards de quadrilliards d'essais et erreurs pour aboutir à ça? Et si oui, c'est quoi le taux de mutation? Combien de temps? Ça n'a jamais été fait, ça. On ne le sait pas. C'est ça, mais les scientifiques s'ostinent encore là-dessus. C'est ça, c'est l'évolution, comment ça s'appelle? C'est l'évolution graduée de Stephen Jay Gould. Ils trouvent de nouvelles idées. Comme là, ils viennent de découvrir que les espèces, que ce que vous avez appris à l'école, moi aussi, c'est qu'une espèce, c'est fermé. On se reproduit juste avec des femmes, point, c'est fini. Ben, c'est plus vrai, ça. Il y a des espèces, notamment avec les virus. Les virus rentrent du matériel génétique dans la. Puis il y a 8% du génome humain est constitué de génome viral. 8%, voilà. C'est énorme, ça. Voilà. C'est énorme. Donc, mais je sais pas, la science progresse, la science se complexifie, puis les scientifiques n'arrêtent pas de s'engueuler dans des congrès. Non, tata, il y en a plein. Gay-Lussac contre Avogadro. Gay-Lussac, il disait... Avogadro, hein, oui, je le connais. Avogadro, il disait qu'il y avait 6,023 fois 10 à la 23 molécules dans une mole. Ouais, c'est ça. Il disait chaque atome est différent. Le carbone, ce n'est pas de l'oxygène, puis l'oxygène, ce n'est pas de l'hydrogène. Et Gay-Lussac, il disait non, Gay-Lussac, il disait c'est pas ça. Moi, je veux rester terre à terre. Là. Je veux rester terre à terre avec des exemples concrets. Parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Puis moi, là, je vais vous apporter sur une expérience qui a été faite en 1971. Okay? Il y avait 2 îles dans la mer Adriatique. 2 petites îles. C'est des tout petits. Sur chacune des îles, il y avait 2 espèces de lézards. Une se nourrissait principalement d'insectes, l'autre se nourrissait de végétaux principalement. Alors, l'expérience en 1971, ils ont pris un couple de lézards, puis ils les ont implantés, puis ils ont dit, on va vérifier comment l'évolution va gérer, comment ils vont être capables de s'adapter, ces 2 couples-là En fait, ils ont pris des lézards qui bouffaient des insectes, puis ils les ont mis dans une île qui bouffait des végétaux. Et là, la guerre a pogné en Yougoslavie, aux affaires de mer. Finalement, ça a été tombé, ça a été oublié. Ils sont revenus plus tard? Ils sont revenus genre 30 ans ou 35 ans plus tard, ou je ne me rappelle plus du délai, mais tu sais, beaucoup plus tard. Puis il y avait eu plusieurs générations. Je pense qu'il y avait eu 30 générations. Il y a eu le temps d'avoir 30 générations. Bien, croyez-le ou non, le couple de lézards qui avait pris sur l'île puis qui l'avait transporté avait pris la place, avait supplanté l'espèce de lézard indigène. Endémique ou indigène? Indigène? Les deux. Endémique, c'est seulement dans cet endroit-là. Indigène, c'est qu'il habite là. C'est complètement. Il habite là. Okay. Donc, en tout cas, les gens vont comprendre. Et puis là, ils ont dit tabarouette, c'est intéressant. Fait qu'ils ont pris et ils ont commencé à analyser ça. Donc là, les pattes avaient changé, la mâchoire s'était agrandie. Il avait développé ou accentué son microbiote pour s'habituer à manger des végétaux. Donc, il y avait des vers. Mais le plus curieux, c'est qu'en 30 générations, il y a un organe, en 30 générations, là, un organe, là, c'est une structure qui a une fonction donnée qui comporte 2 tissus ou plus. C'est ça la définition d'organe. Alors, en 30 générations, il y a un organe qui a été créé. OK, je vais le mettre entre guillemets ici, créé, parce que moi, je ne le crois pas que ça a été créé. Mais il y a un organe qui est apparu dans ce lézard-là pour lui permettre de digérer de façon plus efficace sa nouvelle nourriture. C'est quand même très, 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 très intéressant. Alors, les gens, quand ils ont présenté cette expérience-là, cette découverte-là, ils nous ont dit « Ah, voilà la preuve que l'évolution selon Darwin existe. » Mais quand tu y penses, 2 minutes, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens qu'on puisse créer un organe en 30 générations. Imaginez la quantité de cellules que ça prend.
Ouais. Ça prend un plan. En 30 générations, écoute, le temps est beaucoup trop court pour que ça soit dû au hasard. Donc, Écoutez, ce que vous décrivez pour l'expérience. la mer Adriatique, c'est exactement en beaucoup plus complexe qu'a fait Darwin aux îles Galapagos. Ouais, aux îles C'est le même Darwin, phénomène. Darwin avait fait ça. Ben oui, Mais, il a trouvé des oiseaux, c'était la même espèce originelle, puis sur chaque île, les oiseaux avaient des becs différents parce qu'ils mangeaient des choses différentes. Enfin, c'est la théorie de l'évolution qui est sortie de alors là. là, présentement, là, c'est que la théorie la plus plausible pour expliquer ça, c'est que l'information génétique dans l'espèce qui a supplanté l'espèce indigène, donc les lézards qui étaient insectivores, qui sont devenus végétariens, si je peux dire ça, c'est que l'information pour créer cet organe-là était déjà dans eux, mais réprimée. Il n'était pas exprimé. Et là, il y a un paquet de phénomènes épigénétiques qui peuvent expliquer ça. Et même qu'aujourd'hui, on sait, tu sais que dans l'ADN, les codons, c'est 3 nucléotides, mais que tu fais juste décaler le cadre de lecture d'un nucléotide et tu as une toute autre protéine. C'est ça. Avec une toute autre fonction. Alors ça, là, écoute, c'est de l'ingénierie, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie absolument incroyable. Il l'avait déjà, comment optimiser, parce qu'à toutes les fois que ta cellule développe, se divise, elle doit multiplier tes nucléotides. À toutes les fois qu'elle fait ça, elle dépense de l'ATP, donc c'est une dépense d'énergie. Donc, comment faire pour parce que l'énergie, vous le savez mieux que moi, là, c'est clé dans l'univers, dans le développement des humains, tout ça, c'est vraiment la clé. Alors, comment faire pour avoir une diversité comme ça, d'être capable de s'adapter on the spot en quelques générations, puis pas avoir à transporter une quantité infinie d'informations? Ben, il y a un ingénieur, en quelque part, qui a décidé qu'on pourrait, en modifiant le cadre de lecture de 1 ou de 2 nucléotides, être capable de générer une diversité. Et j'expliquais ce phénomène-là à Julie Lévesque, la journaliste, justement comment le système immunitaire est capable de générer une diversité pratiquement infinie d'anticorps pour être capable de tuer ou d'anéantir une infinité d'antigènes sans surcharger la cellule d'une quantité. C'est ça, l'ADN. Beaucoup plus que 90% de votre code génétique est silencieux, ne fait rien. C'est de l'ordre de 95%. C'est 98 qui disent que... Ouais, mais ça c'est des vieilles notions que j'ai appris à l'université. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En fait, comment est-ce qu'ils ont fait? C'est plus vrai, là. En fait, ben non, ça peut pas être vrai. Alors, ce qui sont arrivés, c'est qu'ils ont regardé les cadres de lecture, puis ils ont dit, c'est facile, tu sais, quand tu prends ton génome, tu as un codon de départ, puis tu as un codon stop. Entre les deux, c'est ce qui génère ta protéine. OK? Alors, ils ont regardé ça, puis ils disent, tabarouette, 98% du génome ont 0 cadre de lecture. C'est ça. Alors, zéro cadre de lecture, ça veut dire que ça ne crée pas de protéines. Ils ont arrêté ça. Moi, c'est ça qu'ils m'ont enseigné dans les années 90 à l'université. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, que cet ADN-là a un paquet d'autres fonctions qui sont absolument insoupçonnées, notamment au niveau de l'épigénétique. Et peut-être, je ne sais pas, moi, si on t'envoie sur Mars, puis qu'il n'y a plus d'oxygène, peut-être que tu vas te mettre à fabriquer de l'ATP avec du méthane, parce que peut-être qu'on a caché dans un cadre de lecture secret. On ne le sait pas. On ne le sait pas, sauf que l'expérience avec les lézards était particulièrement intéressante parce que c'est impossible de créer un organe à partir de rien en 30 générations. Pensez-y. Mais essentiellement, moi, je suis d'accord avec vous, là, je m'attends à ce que la science change. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Il y a des découvertes qui sont finies, définitives. La Terre, elle tourne sur son axe, elle tourne autour du Soleil. C'est fini, on arrête de niaiser, là, c'est prouvé. L'imbécilité des humains, ça aussi, c'est infini, ça. Einstein disait, il y a deux choses qui sont infinies. L'univers et l'imbécilité humaine. Mais je ne suis pas sûr pour l'univers. Bon. Écoutez, la seule chose que je veux dire, c'est que dans l'évolution de la vie, comme dans l'évolution de ce que j'ai dit pour les atomes, on part du simple, puis on s'en va vers de plus en plus de complexité. Pas toujours en passant. Des fois, ça recule. Des fois, l'évolution recule. Quand il y a une extinction massive, on recule. Mais la tendance générale pour la vie, c'est de créer des conditions émergentes. L'intelligence, la mémoire, le système immunitaire,
la sexualité, c'est toutes des propriétés émergentes qui sont apparues au cours de l'évolution. Puis on le voit avec les fossiles. Les fossiles, plus vous allez creux en âge, je parle bien de l'âge, si vous allez il y a 3 milliards d'années, c'était tous des individus très simples. Il n'y a pas d'être humain, puis il n'y a pas de dinosaures, puis il n'y a pas de chien. C'est tout des unicellulaires. Puis à un moment donné, est arrivé, il y a 600 millions d'années, 1 milliard, on a vu des pluricellulaires qui sont apparus, puis là, ça a commencé à se complexifier. On arrive aujourd'hui avec des éléphants, des poissons, des vers de terre qui descendent tous génétiquement d'un même ancêtre. On a des preuves dans tous les domaines. La seule chose que je veux dire, c'est que la théorie de l'évolution montre que c'est de la création, c'est des propriétés émergentes. C'est très important parce que ça explique beaucoup, beaucoup de choses dans la vie. Je vais vous donner une idée. C'est intéressant, ça. La conscience, c'est quelque chose qui est apparu. C'est apparu à un moment donné dans la vie. Mais ça n'a pas commencé avec l'être humain qui pense à Dieu puis qui lit le Coran ou la Bible. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé par quelque chose de très, très, très simple. Il y a des niveaux de conscience. Le but de la conscience, ça sert à survivre. Or, l'intelligence, ça va avec la conscience. Plus on devient conscient, plus on devient intelligent. Ça émerge petit à petit. Il y a des niveaux, puis ça monte petit à petit. Pour vous donner une idée, les plantes... La conscience, ça ne va pas avec l'intelligence. Tu peux être très conscient et absolument pas être intelligent et vice-versa. Oui, c'est corrélé. Alors, les deux sont intrinsèquement liés peut-être, mais un ne dépend pas de l'autre. Ils sont corrélés. Il y a une différence entre une corrélation et une relation. Une relation, 2 plus 2, c'est égal à 4. Une corrélation, c'est que la courbe normale, si les deux courbes se recoupent. C'est une corrélation, mais il y a une forte corrélation. Le point où mais c'est quoi? Mais là, parce que là, on ne l'a pas défini. C'est quoi pour vous la conscience? Ben, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que, je vais vous donner un exemple. Je vous laisse aller. Les plantes ne sont pas conscientes. Enfin, qu'on croit savoir, il y a des gens qui mettent ça en doute, il faut qu'ils le prouvent. Les plantes n'ont pas de conscience, les plantes n'ont pas d'intelligence, elles n'ont pas de cerveau. Peut-être qu'avec les racines, c'est ce que les gens disent, que toute une forêt aurait une personnalité. Bon, peut-être, mais il faut le prouver. Ce n'est pas de dire n'importe quoi en science, là, la Terre plate, les conneries. Là. Bon. Mais les plantes n'ont pas de conscience, n'ont pas d'intelligence. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas bouger. Quand vous pouvez bouger, vous pouvez réagir. Si vous ne pouvez pas réagir parce que vous êtes enraciné dans le sol, mais ça ne sert à rien, le cerveau. Les plantes, c'est des productrices. Par contre, une plante, est-ce qu'elle pourrait être intelligente si elle faisait face à un envahisseur, mettons un champignon, un fungi, qui pourrait émettre des signaux pour avertir les autres plantes voisines? Alors, est-ce que... alors ça, c'est pas une forme de conscience très évoluée comme nous, on l'a dans notre environnement, mais ça peut être un point de départ là, pour réfléchir. Je suis d'accord avec vous que ça peut exister. D'ailleurs, ça existe. On sait qu'au niveau des racines, les plantes, notamment dans la même espèce, ont des frontières. Puis ils envoient des produits pour dire à l'autre plante, enlève tes racines. Mais ça, c'est automatique. Il n'y a pas de cerveau d'une plante. Il pourrait y avoir un cerveau si on prenait une forêt entière avec les dendrites qui seraient les racines qui communiqueraient ensemble. Mais communiquer par du bruit, le bruit de ses feuilles pour dire à l'autre, attention, il y a des herbivores, il y a un feu qui s'en vient. Non, ça, je ne crois pas ça, on ne me fera jamais croire ça. Il faudrait le prouver. C'est important de prouver les choses. Il ne suffit pas de dire parce que ça fait notre affaire, parce qu'on est chrétien ou je ne sais pas quoi. Ou qu'on est juste créatif. Les plantes n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de conscience. C'est ce qui est à peu près un consensus. Par contre, les animaux, presque tous les animaux, ont l'intelligence, une forme d'intelligence et surtout une forme de conscience. Je vais vous donner un exemple. Une paramécie, c'est simple, une paramécie, c'est juste une plante, c'est juste une cellule. Il y a des cils autour de la paramécie. Puis s'il y a de l'eau chaude qui arrive par un volcan ou quelque chose, la paramécie se met à faire bouger ses cils pour s'éloigner. Ben, je suis bien désolé, mais ça, c'est de la conscience. Il y a quelque chose qui se passe. La paramécie dit qu'il y a du danger. Ouais. Je ne pense pas que c'est de la conscience, mais là, ça dépend de la définition qu'on donne à ça. Mais je comprends ce que vous voulez dire. La conscience, c'est que là, la paramécie, elle sait qu'il y a un danger, elle sait qu'elle a faim. Alors, elle va aller vers là où il y a le plus de nourriture, puis petit à petit, elle va se rendre à la nourriture. Oh, ça s'appelle... Je ne dis pas qu'elle parle de Dieu, là. Je
parle Non, pas non, que, non, je ça parle pas s'appelle la que, chémotaxie. En c'est fait, la ça. conscience, pour moi, c'est quelque chose qui a conscience de sa propre identité dans son environnement. Oui, moi, Alors, le point où j'en suis, alors c'est qu'il y a des niveaux. pour nous, pour un être humain, c'est ça qui est important de savoir. On a une conscience parce qu'on est conscient de notre identité, de notre être dans un environnement, de notre interaction dans l'environnement. On est conscient de ça. Et cette conscience-là, ce qui est intéressant, c'est que, puis le point central de tout ça, selon moi, c'est quand on meurt, est-ce que cette conscience-là s'éteint? Ah, voilà. Ou est-ce qu'elle s'en va ailleurs? Parce que si elle s'éteint, tout ça ne fait pas de sens. Mais si elle s'en va ailleurs, ça prend tout son sens. Alors, il faut réfléchir à ça. Alors, est-ce qu'il y a des indices qui nous font penser que notre conscience, elle est réceptionnée par notre cerveau un peu comme un poste de radio réceptionne une fréquence précise? Alors, est-ce que notre cerveau, tel le foie sécréterait la bile, sécrète la conscience, ou au contraire, le cerveau, via une structure, il y en a qui pensent que c'est la glande pinéale, j'en ai aucune idée, Mhm. va être capable de syntoniser la fréquence qui est propre à notre conscience pour l'arrimer et que celle-ci va nous suivre. Et là, il y a un lien à faire avec ce que je viens de dire et les milliers de témoignages de EMI que j'ai lus, où c'est la question centrale de tout ça. Oui, mais Parce vous ne que pouvez eux, ils pas. parlent de leur propre conscience qui est téléguidée, qui est décorporée, qui s'en vont on ne sait trop où et qu'ils reviennent en faisant abstraction du corps humain, mais complètement. Complètement. Alors, ce qu'ils décrivent, ils n'ont même pas de mots pour décrire ce qu'ils ont à décrire parce que les mots ont été inventés pour être capables de décrire ce qu'on voit sur la Terre. Eux, ils disent que ce n'est pas là qu'ils sont allés. Moi, le point que je vous disais là, c'est ça que je disais là. Moi, je dis qu'il y a des niveaux de conscience et que la conscience, ça sert à survivre. C'est pour ça que les plantes n'ont pas de conscience. Ça ne leur sert à rien de comprendre qu'il y a un feu de forêt qui s'en vient. Elle ne peut pas se sauver, la plante. Les animaux sont tous des prédateurs. À peu près tous des prédateurs. Je pense qu'il y a quelques espèces qui font de la photosynthèse, mais enfin, je ne suis pas sûr. Mais les Moi, je peux te animaux, dire que mon chien, c'est pas un gros prédateur. Moi, je me fais attaquer par une perdrix ici, puis il me laisse me faire battre. ouais, ben, je Ouais. vous dirais que votre chien, il mange des pots avec de la viande dedans. Là. Il mange. La différence entre un prédateur et un producteur, les plantes sont des producteurs, c'est qu'ils prennent l'énergie du soleil et ils créent de la richesse. Alors que les prédateurs, ils ont des estomacs. Ils mangent la richesse produite par d'autres. Puis là-bas, la pyramide alimentaire est basée sur des producteurs plantes, surtout quasiment, ben, je pense que c'est presque toutes des plantes. Il y en a peut-être quelques exceptions. La vie, c'est tellement complexe. Mais les prédateurs ont des estomacs, des systèmes digestifs, des bouches. Il y a une bouche, puis il y a un rectum. Ils sortent les déchets. Ils mangent la production des plantes. Ordinairement, les plantes ou d'autres animaux, n'importe quoi qui se mange, ça passe à travers, ils ramassent toute l'énergie qu'ils peuvent, puis après, ils rejettent ça dans l'environnement sous forme d'urine ou d'excréments. Bon, ça, c'est des. Et eux, comme ils peuvent se déplacer quand il y a un feu, quand il y a un lion qui s'approche, ben, ils ont l'intelligence, ils voient, ils comprennent la relation de cause à effet. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas prendre la conscience humaine et dire il y a juste l'homme qui a la conscience. La paramécie qui s'éloigne de l'eau bouillante a fait quelque chose qui a un rapport de cause à effet. Je ne dis pas qu'elle crée des œuvres comme Léonard de Vinci ou qu'elle philosophe sur Dieu. C'est un niveau de conscience infiniment bas, mais qui existe puisqu'elle s'éloigne. Elle s'approche de ce qui Oui, est bon pour elle, puis elle s'éloigne. Bon, ça, c'est un oh, premier ouais, niveau de conscience. je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Tout le Mais moi, monde, mais tout le moi, monde, moi c'est ce niveau de conscience-là, honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conscience humaine et de savoir c'est quoi les arguments d'un gars, un scientifique, qui pourrait dire non, 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 le cerveau sécrète la conscience. Ou un autre, comme moi, qui pense plutôt que le cerveau réceptionne la conscience. Alors là, il y a tout qu'un débat à faire là-dessus. On pourra en faire. on peut faire On d'autres pourra vidéos. arriver. Et là, êtes-vous capable de conclure ça en 2 minutes, vous, là? Ben, si on veut, je vais faire ce que je peux. Parce que là, je savais que je pensais que j'aurais pu Ben le ouais. faire. En tout cas, écoutez, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Essentiellement, on le sait, tout le monde le sait, un ver de terre aussi se dirige vers la nourriture, et bon, etc. C'est un niveau de conscience plus haut que celle de bactéries. Le rat est nettement plus intelligent, puis il voit des choses, il se débrouille dans des labyrinthes, les rats. Un chat, d'ordinaire, les prédateurs sont plus intelligents que les proies.
C'est une des règles de la vie. Les félins sont plus intelligents que les chevreuils. Puis là, vous arrivez chez l'être humain. Puis chez l'être humain, bien, vous avez également des niveaux de conscience. Vous avez l'être humain normal, qui a un niveau de conscience, on réfléchit. Il y a des gens qui n'ont jamais réfléchi à la deuxième vie. Ils prennent ça, ils viennent de la religion, puis ils prient, puis c'est tout, puis ils s'en foutent. Ils n'ont jamais réfléchi à la philosophie. Toutes ces choses-là, ça leur passe par-dessus la tête. Il y en a d'autres, des gens comme Einstein ou comme Darwin, qui arrivent avec des idées nouvelles. Ils ont changé de paradigme. Ils ont atteint un niveau de conscience plus élevé. Puis au-dessus de l'être humain, vous avez ces gens-là, qui sont très rares, des génies, mais vous avez également d'autres niveaux de conscience. Dieu, puisqu'ils tiennent tant à parler de Dieu, les gens, bien, Dieu, il y a un niveau de conscience qui est bien plus élevé que l'être humain. Puis entre l'être humain et Dieu, bien, il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes. Par exemple, le fait, attendez, ah oui, c'est ça, le cerveau humain, le cerveau humain, il est hiérarchisé. Vous avez au fond du cerveau humain, parce qu'on était des reptiles il y a longtemps, là, dans le temps avant les dinosaures, on a un cerveau reptilien qui, lui, fonctionne tout par émotion, par peur, par instinct sexuel. C'est très, très fort. C'est toutes les émotions de base. Ensuite, par-dessus, physiquement, par-dessus le cerveau reptilien, vous avez un deuxième cerveau qui est le cerveau mammalien, qui, lui, fait comme les animaux. Ils prévoient les trajectoires de la proie, ils se cachent, ils savent les habitudes de la proie qu'ils veulent manger. Puis par-dessus ce deuxième cerveau, vous avez le néocortex humain qui occupe la plus grande partie du cerveau, puis qui est presque purement rationnel. Les peurs, les instincts, tout ça, c'est au niveau central. C'est plus compliqué que ça, là, mais essentiellement, c'est au niveau central, dans le cerveau reptilien. Le cerveau mammalien qui est déjà plus intelligent, puis le cerveau, c'est ça qui nous permet de faire de la science. Le cerveau a tendance à grandir à travers l'évolution. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des allers-retours. C'est compliqué, l'histoire. Bon, la vie, c'est compliqué. Mais essentiellement, on sait on s'en doute qu'au-dessus de l'être humain, il y a des surhommes. On en voit là. Ce n'était pas beaucoup plus brillant que nous, là, Einstein. Il était plus brillant que bien du monde. C'est assez sauté, ses théories. Il y a quelqu'un qui a dit il y a seulement 10 personnes qui comprennent la mécanique quantique, puis aucune des 10 connaît les autres. Parce que c'est tellement complexe, tellement fou, puis pourtant, c'est des faits. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des niveaux de conscience, puis il y a des choses, un enfant, la conscience se bâtit chez un enfant. Noël arrive, là. Les enfants de 5 ans, ils croient au Père Noël. Les enfants, il y a des choses passionnantes. Ça, je vous dis, ça prend plus de temps, c'est tant pis. Les enfants, ils ne savent pas quand ils naissent que leur mère existe. Les enfants ne savent pas. Un enfant de 4 ans, 5 ans, mettons 4 ans ou 3 ans, 4 ans, ils ne savent pas que vous avez un point de vue différent sur le monde. Alors, quand ils écoutent l'histoire du petit chaperon rouge, c'est une des surprises des enfants de découvrir que lui, il sait que le loup s'est déguisé en grand-maman. Puis comment ça se fait que le chaperon rouge, je ne sais pas. Ça, c'est une surprise pour les enfants. C'est une des choses qu'ils aiment, comme la transformation de la grand-maman en loup qui essaie de manger le chaperon rouge. C'est des surprises. Une surprise de la petite enfance, c'est de découvrir qu'on peut mentir. L'enfant revient de l'école, il a fait un raveau à l'école, il a foutu le bordel. Sa mère a dit: As-tu été sage aujourd'hui? Ah oui, j'ai été sage. Il en regarde, puis elle prend ça. Il donne son bonbon à 4 heures, il faut manger un peu de sucre. Puis l'enfant est surpris, c'est des découvertes. La conscience, ça se bâtit. Le cerveau humain est hiérarchisé. Les enfants progressent. Les pédophiles, ils accrochent les enfants. Il y a des affaires à la télévision, c'est assez fantastique pour ça. Ils ont fait des émissions de télévision. Les parents disent à l'enfant: si jamais tu montes dans une voiture, je vais te frapper avec une strap. Compris? Il va te taper, il va te punir. Puis là, le gars, il est sûr, l'enfant, il a compris, il a assez peur. Il lâche l'enfant sur le trottoir. Il y a un gars qui se présente: As-tu vu mon petit chien blanc? Monte dans ma voiture, on va chez l'enfant. J'ai vu ça, 3 enfants de la même famille. La mère a dit: Je ne comprends pas, on les a formés, on leur a fait peur. Ils ont monté. Un test qu'elle faisait. Ben, c'est un truc, pour montrer aux parents qu'on ne peut pas se fier aux enfants, ils n'ont pas conscience du danger. Alors, ce qui arrivait, c'est que le gars, il rentrait, la mère rentrait avec ses enfants, elle venait acheter quelque chose, des jouets, je ne sais pas quoi, puis là, il interceptait la mère, il disait: Est-ce qu'on peut faire une expérience avec vous? Il y a plein de caméramans, le gars qui... Ouais, ça me dit quelque chose, je pense que j'ai déjà vu ça. Ouais. Ah, c'est ça. Puis là, ils disent la mère a dit à 3 enfants, les 3 sont là. Elle dit: non, on les a formés, ils savent, ils ne montreront jamais, ils ne suivront jamais un étranger. Le gars, il rentre, le gars, n'importe qui.
Les enfants, avez-vous vu mon beau petit chien blanc? Beau petit chien blanc, je ne le trouve pas. Il y a une belle petite boucle rouge dans le cou. Ah, ben, ils commencent à chercher les enfants. Ah, ils doivent être dehors. Le gars, il sort, puis les 3 enfants sortent. La mère est capotée. Elle dit, mais je ne comprends pas. L'oncle des enfants, il dit, ben, il faut les battre. Il faut les battre. Il disait ça devant les enfants. Il faut les battre. Ils ne comprennent rien. Bon, c'est que la conscience, c'est quelque chose qui se bâtit. Puis quand vous arrivez à un certain niveau, on l'a vu avec Einstein, Darwin, des gens qui ont dépassé notre niveau un tout petit peu, peut-être 1%, mais c'était suffisant pour voir au-dessus de la foule. Au-dessus de nous, puis là, c'est des affaires intéressantes parce que ça, c'est moderne. Vous connaissez Elon Musk, le gars qui... attendez, j'ai-tu dit ça? Oui, c'est ça. Elon Musk, le gars qui... la conscience. Je vais dire une chose avant de parler de ça. Il y a toutes sortes de phénomènes physiques qui font que vous perdez conscience. Un coup sur la tête, quand vous tombez en coma, quand vous vous réveillez, là, ben, les gens ne se souviennent de rien, ils étaient en coma, ils n'ont rien compris. Il y en a qui disent qu'ils se souviennent de trucs, ça, on en a parlé tantôt. Quand vous dormez, vous perdez conscience, vous êtes ailleurs, vous voyez, vous parlez à Dieu, vous parlez à Darwin, vous parlez à n'importe qui. C'est une perte de conscience, vous êtes à côté. Les médecins, il y a des cas. Il y a un Japonais notamment qui est tombé dans la neige. Il y a des bébés aussi, beaucoup de bébés, plusieurs bébés. L'enfant est tombé dans la neige, il a gelé. Le cœur a arrêté quand ils l'ont trouvé. Puis le Japonais en question, ce que j'ai lu, c'est que ça faisait 20 minutes qu'il était mort. Il était mort. En passant, est où l'âme? Là, ils ont trouvé le gars, ils l'ont ressuscité. Ils l'ont trouvé avec de l'adrénaline, tout ça, puis ils l'ont reparti. Puis comme la température était idéale, bien, son cerveau n'a pas été détérioré. Puis le gars, c'est ce que j'ai lu, qu'il était ressuscité normalement. Bon, où est passée l'âme pendant les 15 minutes où le gars était mort? Elle est partie au ciel, puis elle est revenue quand ils l'ont ressuscité. Bon. Il y a également des bébés qui l'ont vu. Les enfants ont des capacités de récupération fantastiques. On l'a vu avec la COVID. On le voit, les enfants, un bébé naissant qui perd le bout du doigt. C'est arrivé là, des chiens qui ont coupé le bout du doigt. Le bout de doigt, parfois, repousse. Le doigt repousse, c'est fantastique. Et les enfants seraient tombés dans la neige. Il y en a eu en Alberta, je donne l'endroit exact. Les Alberta, probablement dans les années autour de 90. L'enfant a quitté, il a ouvert la porte en plein hiver, puis il s'est éloigné dans le champ, puis évidemment, il est tombé dans la neige, puis il a gelé là. Ils l'ont trouvé, le cœur a arrêté, ils l'ont reparti. Bon. Alors là, il n'y a pas eu conscience. Là. Il y a une mort. Elle est partie où l'âme, où la conscience? Bon. Fait que, il y a également, dans les films de science-fiction, ils congèlent les gars. Ça, ce n'est pas totalement impossible. Les scientifiques ne disent pas que c'est impossible. Ils congèlent le gars comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, puis ils réveillent le gars au bout parce que ça coûte moins cher pour le nourrir entre-temps. Fait que ça serait possible de dégeler quelqu'un si on le faisait comme il faut avec de la glycérine, enfin des produits. Là, ça serait possible. Vous avez également le LSD. Mais ça, le LSD, moi, dans les années 60, les jeunes, les drogués, ils disaient que c'était pour atteindre un autre niveau de conscience. Non, ils perturbaient leur cerveau avec de la cochonnerie. Un des Beatles, le plus jeune, Anderson, ça s'appelait comme ça. Là. En tout cas, il dit qu'il avait commencé à parler du LSD comme une drogue de libération, les Beatles. Il dit à un moment donné, un scientifique qui leur a montré des plaquettes d'un cerveau mort qui avait été détruit par le LSD. C'était tellement affreux ce qu'on a vu qu'on a arrêté de faire la promotion du LSD. Parce que Lucy in the Sky and Diamond, LSD. Bon, c'est une façon d'en parler. Puis, mais le LSD, il disait que ça nous faisait atteindre un nouveau niveau de conscience. Les Indiens n'ont jamais cru à ça. Les Indiens des Indes, où ça venait, là, cette idée-là, on va atteindre un nouveau niveau de conscience, puis on va flotter dans les airs. Puis, mais les Péruviens, eux, les chamans péruviens, ils croyaient eux autres. Oui, pas avec le LSD. C'est vrai. Les Indiens, ils y croyaient avec l'ayahuasca, la diméthyltryptamine. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus qui s'appelle le DMT. Et c'est vraiment sur la perturbation du niveau de conscience avec le DMT. Donc, c'est un chercheur qui a mis, il était branché tout partout, puis il donnait différentes doses de DMT. Puis, il regardait ce qui se passait, puis ce que les gens racontaient. Alors, ce qu'il racontait, c'était un autre monde complètement, là, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît. Ils perturbaient leur cerveau, fait que le cerveau partait dans toutes les directions. Puis moi, j'ai déjà parlé à une vedette qui est connue en Angleterre, ça allait. Le gars était sur l'avion, était assis à côté de moi, puis il disait que lui, ça l'aidait, la drogue, pour faire sa création. Je lui disais, oui, parce que vous perturbez votre cerveau. Si c'était vraiment vous, dans le sens, vous, votre créativité, vous ne prendriez pas ça. Ah, j'ai jamais vu ça comme ça. Ben oui, mais
En tout cas, mais tout ça pour vous dire que les drogues, les comas, les pertes de conscience, vous recevez un coup sur la tête, puis vous oubliez votre langue maternelle, vous oubliez c'est qui votre femme, c'est une perte de conscience. Il y a également... Selon vous, c'est-tu possible, quelqu'un qui a un coup sur la tête, il part, il revient, puis il parle une autre langue qu'il n'a jamais entendu parler, ni lui ni sa famille, mais il la parle parfaitement. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Oui, je n'ai entendu pas, je ne crois pas. En passant, c'est dans la Bible, ça. Dans les Actes des Apôtres, vous allez voir dans les Actes des Apôtres, il dit qu'à un moment donné, les 10 apôtres, les 12 apôtres, ils se sont mis à parler en langue. Ça s'appelle parler en langue. C'est-à-dire que le gars, là, il rentre en transe, puis il fait... Puis il y a un gars qui comprend au Pakistan, qui vient de parler son dialecte. Bon. Ah non, mais c'est pas de ça que je parle. C'est de la bullshit. Je ne suis pas de ça. C'est quelqu'un qui perd connaissance, un coup sur la tête, reprend connaissance, et puis la personne a acquis comme ça une autre langue complètement qui était étrangère à lui, sa famille, ses amis, qui n'avaient jamais entendu parler, mais maintenant qu'il la parle parfaitement. Alors ça, c'est scientifiquement absolument... je dirais impossible à expliquer. Okay, alors, soit que c'est des mensonges, ou ben non, soit qu'il y a un phénomène psychique, paranormal ou de conscience altérée qui peut expliquer ça. Ah, mais j'ai une autre propriété émergente dont je voulais vous parler, j'ai presque fini. C'est l'intuition. L'intuition, ouais. Ça a l'air d'un truc magique. L'intuition, essayez donc de faire le lien entre l'intuition et le placebo, puis faites-moi une belle conclusion. Ça fait 1h11, mon ami. Je sais, bon, on a parlé. C'est ça que je vous ai dit, on se perd, puis à un moment donné, c'est intéressant, mais moi, j'essaie de garder une ligne, comme ça, on va se perdre pendant des mois. Mais essentiellement, la seule chose que je voulais dire par rapport au niveau de conscience, c'est qu'on sait très bien que si on rencontre des extraterrestres qui ont une civilisation qui date depuis plusieurs millions d'années, ils vont avoir un autre niveau de conscience, ils vont avoir un autre niveau de savoir. Parce que quand le savoir d'une société augmente, d'une civilisation augmente, Dieu recule tout le temps, il recule tout le temps, toujours le Dieu des lacunes, puis les gens obtiennent plus de conscience parce qu'ils ont plus de savoir. Il y a une corrélation très forte entre les deux. L'intelligence, le savoir, tout ça. Et pour vous donner un autre exemple, c'est que sur Terre, aujourd'hui, vous connaissez Elon Musk, le gars qui fait atterrir des fusées? Ah ouais. Il y a une compagnie qui fabrique des ordinateurs, puis il dit le pire danger pour l'humanité, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle parce qu'il dit, à un moment donné, il pourrait se mettre, comme dans Skynet, dans Terminator, c'est que si un ordinateur qui joue aux échecs, il ne sait même pas qu'il joue aux échecs. Il suit un programme. Mais si vous mettez tous les ordinateurs ensemble, ça devient un réseau suffisamment hiérarchisé et suffisamment organisé, il peut commencer à avoir conscience d'exister. S'il a conscience d'exister, automatiquement, il y a des intérêts à défendre. Parce qu'il existe, lui. Puis vous êtes différent de lui. Alors, les enfants, c'est ça qu'ils ne différencient pas ça quand ils sont bébés. Là. Ils ne savent même pas que la mère existe. Ils savent qu'il y a quelque chose. Ils ne réalisent pas tout ça. Alors... Effectivement, c'est un point vraiment intéressant qui n'a pas été discuté pantoute. En fait, je pense que ça avait déjà été fait. Hein. Il y avait 2 intelligences artificielles qui s'affrontaient. Puis à un moment donné, il y en a un qui se sont inventé un langage que les créateurs ne comprenaient plus. Et là, ils ont débranché les machines parce qu'ils disent tabarouette, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils se sont inventés un langage sans qu'il n'y a personne qui a donné l'ordre pour s'extraire de l'expérience, finalement. On en a parlé. C'est quand même assez. On en a parlé dans une autre vidéo je ne sais pas. 2001, l'Odyssée de l'espace. Les ordinateurs, l'ordinateur, à un moment donné, il découvre que le gars veut le débrancher. Puis là, il a conscience de lui-même. Fait qu'il tue tout le monde sur le vaisseau parce qu'ils ne veulent pas qu'il débranche lui pour le tuer. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le deuxième film, 2010, le gars, il retourne à l'ordinateur, puis c'est parce qu'il y a eu un problème dans son programme, puis il s'est mis à penser de façon dangereuse pour les êtres humains, puis il les a tués. Alors, le gars, il dit il faut qu'il serve du vaisseau contrôlé par l'ordinateur qui a tué tout le monde pour donner la poussée pour que ils sont avec un vaisseau russe, pour que le vaisseau russe avec les êtres humains puisse retourner sur la Terre. Puis là, l'ordinateur, il parle avec son créateur, puis il dit mais vous allez retourner sur la Terre, mais il dit moi, je vais avoir donné ma poussée, j'aurai plus d'énergie. Le gars, il a peur, il dit s'il a conscience qu'on va le laisser mourir, c'est-à-dire qu'il va se suicider s'il fait ce qu'il demande de faire, c'est-à-dire de pousser le vaisseau russe. Puis là, l'ordinateur, il dit est-ce que je vais rêver?
parce qu'il a compris qu'il allait se suicider pour sauver les êtres humains. Il dit oui, tu vas rêver parce que tous les êtres intelligents rêvent. Puis là, ben, l'ordinateur accepte, l'ordinateur qui avait tué tout le monde sur le vaisseau, accepte parce qu'ils ont réglé le problème dans son ordinateur de se suicider pour sauver les êtres humains parce que c'est les lois de la robotique. Ça, c'est un autre sujet, on peut en discuter. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a d'autres niveaux de conscience, puis mais l'univers est immense, l'univers est infini, l'univers est très complexe. Alors, il va toujours avoir de la place pour Dieu. Dieu, il y aura toujours de la place pour lui, parce que l'être humain, ce n'est pas Dieu. Alors, c'est ça que je dis. Moi, je dis, c'est Dieu a tout créé, s'il existe. Moi, je pense qu'il existe. Mais je pense surtout qu'on n'est pas capable de comprendre ce que c'est trop complexe. Puis on est des petites affaires simples, très, très primaires, qui ne vivent pas longtemps. Alors, il y a sûrement quelque chose qu'on appelle Dieu et qu'on est incapable de comprendre parce qu'il vit dans 100 000 dimensions. Nous autres, on en connaît juste 4. Mais l'organisation de notre univers, c'est qu'on va du simple vers le complexe. C'est vrai pour les atomes, c'est vrai pour la vie, c'est vrai pour les niveaux de conscience. Et c'est simplement ça que je voulais dire. Dieu, il gagne pour l'univers entier, puis il va toujours être là. En tout cas, l'idée va tout le temps être là, mais il va toujours reculer devant les progrès de la science. Alors, c'est ce que je voulais dire. Je m'excuse que ça a pris plus d'une demi-heure, mais il fallait que... Moi, je trouve que c'est intéressant comme sujet. Alors, bon, ben écoute, ça sera le mot de la fin. Ben merci beaucoup, M. Nantel, pour cet intéressant échange. Écoute, je pense que je ne ferai pas du gros montage, je vais l'envoyer comme ça. C'était quand même vraiment intéressant. Puis, ben, on verra ce que les gens diront dans les commentaires. Alors, si vous avez aimé, ben, un petit pouce bleu, partagez la vidéo. On s'en va sur YouTube. Mais je vais en profiter pour faire de la publicité sur notre compte Telegram parce que YouTube nous censure aller-retour, même si on fait des choses qui sont, somme toute, assez banales. Puis, nos vidéos vont toujours être disponibles sur Odyssey et sur Rumble. Alors, les liens seront dans la description. Et M. Nantel a écrit un livre. Si jamais que ça vous intéresse, vous pourrez aller... moi, je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai lu sur Kindle. Puis, on mettra le lien dans la description également. Alors, là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, merci d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir tout le monde.